Donc je suis Olivier de lavoiehumaine.fr et donc nous sommes avec Frédéric qui est... tu peux te présenter peut-être? Ouais, donc là on est à la chocolaterie Raw, Ouais. RRRAW, voilà, c'est une marque de chocolat cru Oui. qui a pour vocation de réconcilier et d'élever les critères d'excellence à la fois nutritionnelle, gustative et éthique sur le D'accord. chocolat. Et éthique. Et éthique. Ah oui, d'accord. Donc, alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené dans le chocolat cru? En fait, alors j'ai d'abord eu une première vie professionnelle dans le négoce Oui. de produits agroalimentaires, plutôt du côté obscur de la force à l'époque. Ah, plutôt que... D'accord. Voilà. Et voilà, fin 2005, j'ai arrêté pour m'intéresser à tout ce qui touche à la nutrition Oui. et à la cuisine et comment réconcilier ça, l'excellence nutritionnelle et gustative. D'accord. Et donc voilà, donc j'ai une expertise sur ce qu'on appelle l'alimentation vivante, l'alimentation crue, et donc un savoir-faire sur la germination, la fermentation des algues et des végétaux. Et j'ai appliqué ça en fait au cacao. D'accord. Et en parallèle, en fait, par on va dire intérêt personnel, c'est vrai que du coup j'ai aussi associé à cette démarche d'excellence nutritionnelle et gustative, j'ai aussi associé une démarche d'excellence éthique. Et donc au départ, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, je l'ai fait plus par intérêt personnel, Ouais, de me dire tant qu'à faire, on va essayer de faire ça comme il faut, que ça profite aussi un petit peu à tout le monde. Et ce qui est intéressant pour la discussion qu'on avait là avant l'interview, c'est que en fait, oui, on pourrait imaginer que c'est une charge d'augmenter les critères éthiques, mais en fait, c'est pas une charge, en fait, c'est un cercle vertueux. Parce que de la même manière qu'il y a un cercle vertueux entre nutrition et gastronomie, on se rend compte que quand on cherche à préserver les nutriments, on va également préserver en général les vraies saveurs authentiques du produit et donc élever à la fois l'excellence nutritionnelle et gustative. Mais avec l'éthique, c'est un peu la même chose. C'est que quand on veut être sur une excellence, par exemple en agronomie, le fait que les gens qui travaillent la terre soient correctement rémunérés, en général, ça aide à ce qu'ils travaillent le mieux possible le produit. Et donc on a aujourd'hui, nous, un niveau de qualité sur les fèves de cacao qui ne pourrait pas exister si les producteurs n'étaient pas correctement rémunérés. Voilà, et puis il y a une responsabilité sociétale quelque part. Oui, il y a une responsabilité. On communique plein de choses avec la nourriture et en particulier avec le chocolat, qui est un produit qui, où les gens ont une relation totalement irrationnelle avec le chocolat. On devient vite addict. Donc c'est vrai que c'est quand même un bon vecteur de communication. Donc une fois que les gens sont accros à notre chocolat, c'est vrai que de pouvoir leur expliquer la manière dont c'est rémunéré à la source, la manière dont c'est emballé par des handicapés, c'est aussi une manière de sensibiliser les gens. Et puis puis on se rend compte que les gens élèvent leur niveau de conscience, c'est que les gens qui commencent à se dire qu'est-ce que je mange, qui mettent de la conscience sur ce qu'ils mangent pour essayer de manger des produits sains, en général aussi ils élèvent leur conscience au niveau social et éthique, donc c'est une démarche globale en fait. Ouais, d'accord. Et tout à l'heure je t'entendais discuter avec une personne qui est venue visiter. Et j'ai entendu dire que donc à 38 ans, tu avais eu peut-être des problèmes de santé. Enfin, je ne sais plus exactement, tu avais des problèmes de santé, puis tu t'es mis à manger d'une façon différente et que ça t'a rendu, à 44 ans, tu te sentais beaucoup plus jeune. Voilà, est-ce que ça c'est... comment dirais-je, est-ce que c'est un événement qui a fait que tu t'es plus passionné, tu t'es passionné davantage pour tout ce qui est alimentation vivante? Ah oui, clairement. Moi j'ai dû effectivement à 38 ans, suite à une maladie, me poser quand même des questions sur la manière dont je m'alimentais, aussi de la manière dont je vivais, parce qu'il y a l'alimentation, mais le stress aussi est un facteur d'affaiblissement du corps. Et effectivement, ce que j'ai découvert en commençant à nourrir mon esprit et mon ventre différemment, m'a tellement fasciné, j'ai tellement récupéré de clarté mentale et d'énergie que j'ai très rapidement décidé d'en faire mon métier et de commencer à transmettre ce que j'avais appris pour moi
pour me soigner. Voilà, c'était une révélation vraiment ouais, totale, quoi. Corps, esprit, c'est ça. C'est génial. Ouais, c'est génial. Et effectivement, et ce que je racontais, c'est que j'ai dû faire la bascule à peu près à 38 ans et que quelques années après, vers 43, 44 ans, quand j'étais vraiment complètement dedans, j'avais l'impression d'avoir 35 ans alors que j'en avais plutôt 45. Donc j'avais plus de vitalité à 43, 44 ans que je n'en avais quelques années avant, à 38. Ouais. Ouais. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment quelque chose que tu conseilles. Enfin, après, je sais bien sûr que tu n'es pas un médecin, etc. Donc tu peux pas dire oui, c'est ça qu'il faut faire, mais toi, en tout cas, dans ton corps, tu l'as ressenti, quoi. C'est vraiment une... Oui, clairement, je l'ai ressenti dans mon corps et puis voilà, et puis je suis pas le seul, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette démarche-là et qui effectivement le ressentent à la fois dans leur corps. On va dire ça peut être une perception subjective, mais on le ressent aussi dans les analyses. Moi j'ai suivi ça avec des analyses de sang et j'ai vu comment mon organisme réagissait. Mais ce qui est assez logique d'ailleurs, on ne se pose pas la question avant de mettre de la conscience, mais c'est assez logique que la manière dont on fonctionne soit très liée à la manière dont on nourrit notre corps. Oui, bien sûr. C'est en fait évident, on l'oublie, mais c'est le b.a.-ba. Et c'est vrai qu'on a la chance d'une certaine manière souvent de manger n'importe comment et que du coup quand on passe du n'importe comment au plutôt bien, la différence elle est énorme. La différence, elle est Après, moi je me suis remis à manger comme ça l'année dernière. J'ai eu une petite baisse de régime au début. Je me suis même blessé un petit peu au dos parce que je faisais du sport, des pompes, etc. Mais c'est vrai que une fois qu'on continue, on ressent... C'est ça, non mais il y a une modification, c'est-à-dire que c'est évident que quand on change comme ça de manière assez drastique son alimentation, on va aussi faire des erreurs. Il y a deux facteurs, il y a d'abord le corps qui a besoin de s'adapter, c'est-à-dire que le corps met un certain temps à pouvoir métaboliser une nouvelle manière de manger, et puis ensuite on fait aussi des erreurs, c'est-à-dire que malgré tout dans la manière habituelle qu'on a, on a trouvé une certaine forme d'équilibre, donc quand on va changer, on va effectivement faire des erreurs. La chose assez récurrente dans ce milieu-là, moi j'ai accompagné des gens en individuel sur des changements alimentaires, une des choses assez importantes c'est quand les gens par exemple commencent à se dire tiens je vais réduire énormément mes apports en protéines animales, donc viande et poissons, en général avant de connaître la bonne manière pour trouver ces protéines dans les végétaux, les gens passent parfois, s'ils ont été mal informés, ils vont passer parfois par des carences en protéines. Oui, voilà. Moi c'est ce qui m'est arrivé en fait. C'est pour ça que quand tu me parlais de tes pompes, je me suis dit parce qu'il y a d'autres carences aussi qu'on peut découvrir. Mais quand tu me parlais d'efforts musculaires, en général, la première des carences des gens qui changent ce type d'alimentation, ça peut être une carence effectivement en protéines. Donc on met un certain temps à retrouver un équilibre alimentaire dans cette nouvelle alimentation. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Par contre, je vais passer à une question qui est un petit peu à côté. Voilà, tu évoquais le fait que tu y emploies, enfin en tout cas tu as peut-être passé un contrat, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais il y a des personnes handicapées qui travaillent pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait? Est-ce que c'est totalement secret? Non, c'est pas totalement secret. Je communique pas beaucoup dessus, mais par manque de temps. Donc c'est toi qui comme toi qui existe pour mettre un peu ça sur la toile. Donc effectivement, à la base, en fait, la première chose qu'on a faite, c'est on a sous-traité l'emballage, dans un ESAT qui gère des travailleurs handicapés. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai choisi un ESAT sur des travailleurs handicapés qui sont à la fois physiques et mentaux. D'accord, ok. Physiques et mentaux réunis. Tu connais un peu les pathologies ou pas du tout? Alors, il s'avère que j'ai vu plusieurs ESAT et que j'ai un frère, moi, handicapé mental, et que en fait, moi, j'aimais pas tellement les ESAT jusqu'à présent, c'est-à-dire les centres d'aide par le travail. Je trouvais que cette volonté, mais c'est mon expérience propre avec mon frère, je trouvais que cette volonté absolue de vouloir faire travailler les handicapés, je vois même... Alors qu'ils n'étaient pas forcément capables. Pas forcément capables. Moi, je vois avec mon frère, c'était vraiment le truc, il fallait absolument que notre frère travaille, comme ça, socialement, il était inséré. Et puis nous, on était une bonne famille parce que notre enfant travaillait. Je me suis rendu compte qu'en général, il était plus malheureux quand il travaillait que quand il travaillait pas. Donc, je rêvais, moi, plutôt que d'un centre d'aide par le travail, je rêvais
d'un centre d'aide par la joie. Et il s'avère que j'ai vu plusieurs ESAT et que j'en ai rencontré un où effectivement il y avait ça. C'est-à-dire que j'arrivais dans un lieu où j'avais en face de moi des handicapés qui étaient heureux d'être là, qui étaient heureux de travailler. Et donc c'était pour moi un centre d'aide par la joie. Même si la joie du coup passe par le travail pour que ils soient actifs, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils se sentent utiles. Et que du coup pour les travailleurs sociaux, le travail en fait est un prétexte pour faire quelque chose. Mais c'est pas une finalité. Donc voilà, donc ça a des limites en termes d'organisation, parce que moi c'est clair que dans les aides avec lesquelles je travaille, le bien-être des travailleurs passe avant le travail, mais on trouve des manières et ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, économiquement, pour moi c'est intéressant. C'est pas forcément moins cher, mais en tout cas c'est beaucoup plus souple. Ça m'a évité de faire des investissements, par exemple en machines, pour avoir des machines qui mécanisent l'emballage et qui du coup me bloqueraient dans un type d'emballage. Donc j'ai une souplesse en fait qui est beaucoup plus importante qu'avec des machines. Donc l'intérêt est plus immatériel sur la souplesse de travail. Et puis sur la joie surtout, c'est que les machines... regarder avec un casque une machine fonctionner, ça n'a jamais donné de joie à personne. Nous, l'avantage, dès qu'on va à l'ESAT et qu'on est là-bas avec eux, c'est du bonheur, quoi. Ils sont heureux de faire ça. Et voilà. Et petit à petit, en fait, ce que j'ai voulu surtout, c'est leur donner plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on s'est mis à transférer chez eux plus de choses que l'emballage, qui est en général la chose qu'ils font le plus couramment. Donc on a transmis en fait toute la préparation des commandes, donc que ce soit pour le site internet ou pour les magasins, tout est préparé là-bas, alors avec un système de contrôle énorme, c'est-à-dire que chaque commande est contrôlée par 3 personnes, donc c'est absolument délirant en termes de nombre de personnes, mais on arrive du coup à un niveau de qualité, de prestation qui est exceptionnel. Qui est supérieur à ce que je trouverais qui est supérieur à ce que je trouve. Quand je regarde le taux d'erreur qu'on a par rapport à des amis qui ont des sociétés classiques avec des prestataires de préparation de commandes, on a moins d'erreurs. Alors ok, il faut 3 personnes pour contrôler, mais il y a c'est vraiment un bel exemple. Oui, mais je pense faut juste s'adapter à ce qui est là. À la population. C'est vraiment génial, quoi. J'avais une dernière question aussi. Là, c'est plus par rapport à ta force intérieure, en fait. Tout à l'heure, pendant la visite, tu parlais de ton parcours, de comment tu as commencé et tout dans le chocolat cru. Et moi, j'ai cru comprendre vraiment que au début, ça a été vraiment un parcours du combattant. Et je pense que la plupart des gens auraient abandonné. Puisque à un moment donné, tu disais, 90% des chocolatiers font du chocolat industriel. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et qu'au début, quand toi tu voulais faire ton chocolat, on t'a carrément à une conférence, on t'a interdit de rentrer. J'ai pas très bien. Est-ce que je sais pas si c'est vraiment ça? Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, dans le monde du chocolat, quand je suis arrivé avec cette idée, alors que j'ai pas inventé, j'ai pas inventé le chocolat cru, ça existe aux États-Unis dans les milieux nutritionnels pointus depuis une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en France avec cette idée de faire du chocolat cru, effectivement, le monde du chocolat a dit ce mec-là est fou, c'est n'importe quoi, il va vous empoisonner, on peut pas faire du chocolat de cette manière-là. Donc oui, dès qu'on arrive avec quelque chose de novateur, on essuie un petit peu des plâtres. Et pour ce qui est de la persévérance, alors je pense que j'avais déjà, moi, plutôt une bonne persévérance, je suis plutôt un acharné. Le fait en plus qu'on me dise que c'est impossible, je pense que ça m'a motivé encore plus. Mais c'est vrai qu'en plus la dimension, à ce moment-là, quand tu te lances dans des projets comme ça avec une dimension éthique, tu fais plus simplement pour toi. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a des producteurs derrière qui sont heureux d'avoir ce travail-là et qui me demandent de grossir parce que les tribus d'à côté aimeraient bien aussi faire du chocolat pour nous, du cacao pour nous. Donc tu es un peu porté quand même par derrière. Les ads, pareil, ils me disent alors quand est-ce qu'on en emballe plus, Et puis il y a aussi cette dimension de transmission en nutrition où j'ai eu la chance moi à 38 ans de découvrir cette opportunité de manger autrement, mais que de le communiquer plus largement, je me dis que ça peut faire du bien à des gens. Donc à un moment donné, tu n'es pas porté uniquement par moi la volonté d'avoir un job aussi, parce que c'est mon métier, donc je crée mon emploi. Mais et puis tu as vu l'équipe ici, c'est que des gens qui sont venus me rejoindre spontanément, qui ont voulu travailler dans ce projet-là, qui partageaient pas forcément sur la nutrition, non, Angèle pas du tout, Marie oui, mais qui partageaient les valeurs par rapport aux handicapés et tout ça évidemment.
ou même si elles y pensaient pas, une fois qu'on y est et qu'on va à l'ESAT travailler avec eux, ça contamine. Oui, bien sûr. On se dit qu'on sert à quelque chose. Mais donc voilà, donc effectivement, si je m'acharne, c'est pas uniquement pour moi, c'est aussi parce que voilà, je porte. C'est un projet plus global en fait. Oui, donc, bien sûr. Tu as envie de le faire pour les autres. Moi, je dirais, moi, le terme que j'utilise souvent, c'est un leader sociétal. Wow, voilà. C'est beau. Donc, c'est un peu ce que tu es, quoi. Hein. Quelque part, par ta démarche, à ton échelle, bien sûr, tu changes le monde. Enfin, pour moi, en tout cas, ça y participe. Il y a une autre vision, qui s'installe, quoi. C'est clair. Voilà. Alors certainement, c'est une des conséquences, mais moi, je vais être franc, je pense que je le fais de manière très égoïste, en fait. Oui, d'accord. Voilà. C'est que à la base, non, mais souvent on m'a dit ça, j'ai un peu du mal à. Je reconnais que c'est vrai parce que je le vois bien, il y a plein de gens qui viennent me voir, qui du coup changent leur conception de voir l'alimentation, mais qui vont changer la conception aussi qu'ils ont de leur entreprise et qui vont y apporter plus de valeur ajoutée sociétale. Mais je crois que moi à la base, je l'ai fait très égoïstement. C'est que comme tout le monde, j'aspire au bonheur et que c'est vrai que de travailler avec des producteurs qui sont heureux de travailler, ça me donne du bonheur. De travailler avec des travailleurs handicapés qui ont du bonheur à faire ça, ils me donnent leur joie. Et je vais être franc, moi souvent quand je vais pas bien, ce qui m'arrive, je commence au lieu de venir directement à la chocolaterie, je passe à l'ESAT. Et ça redonne un peu. Et ça me redonne parce qu'ils sont dans la joie et que. C'est une transmission d'énergie. C'est une transmission d'énergie, mais c'est vrai qu'à la base, à la limite, la vision de changer le monde, je ne sais pas si je l'ai tant que ça, parce que je pense que pour réussir à changer le monde, il faut d'abord réussir à changer soi-même et à être heureux soi-même. C'est ça. Donc je pense que ça a été d'abord une manière de me guérir moi-même que d'être dans cet environnement où on va effectivement partager de la joie, quoi. C'est génial, voilà, on a des super clés pour pouvoir nous aussi nous développer aussi bien, quoi. C'est gentil. Est-ce que tu aurais d'autres choses à partager avec nous? Des nouveaux projets, peut-être des projets qui pourraient venir par la suite. Moi, les projets, je vais être franc, des projets, j'en ai plein la tête. Et un jour, on m'a signé une très belle phrase qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai des enfants, moi j'en ai un surtout. Et les projets, c'est comme les enfants, il suffit pas de les faire, faut les accompagner après. Oui, donc moi, des idées, j'en ai énormément. Aujourd'hui, ce qui me manque pour développer mes idées, c'est à la fois des forces vives, c'est-à-dire des gens qui veulent s'impliquer dans les projets, et puis des financements. Donc on est un peu en recherche de ça. De recherche de financement. Ouais, de financement et de forces vives pour élargir le projet, quoi. Moi, des idées, j'en ai. Mais tu peux faire ton appel au financement, il n'y a aucun problème. C'est vrai, on fait un appel à financement, donc il faut venir s'inscrire sur notre newsletter ou sur notre page Facebook. Qu'on peut trouver sur Euro, c'est ça? Ouais, donc rrraw.fr, et à partir de là, il y a un blog, il y a une page Facebook. Et là, on fera circuler de l'information. On a fait une petite levée de fonds collaborative l'été dernier et on va faire quelque chose. On se lance dans un projet un peu plus gros là, dans les mois qui arrivent et sur lequel, effectivement, on va avoir besoin de financement et de force vive. D'accord, ça c'est génial. J'espère qu'on va pouvoir t'aider. Voilà. Eh bien, merci Frédéric. Merci à toi. Voilà. Et puis, je te souhaite une très très bonne journée. Toi aussi. Et désolé d'être arrivé en retard aussi. Il n'y a pas de souci. Parce que voilà. Non, moi j'ai un truc très simple. Si tu as perdu, j'ai pas de problème avec les gens en retard. C'est que je les attends pas en fait. D'accord. Par respect pour ceux qui sont à l'heure. Et puis surtout pour respecter les gens qui sont en retard, qui ont peut-être une très bonne raison d'être en retard. Donc en fait, je trouve que le meilleur moyen, c'est de ne pas attendre, et comme ça, tout le monde est à l'aise. Parfait, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, vraiment.